Ok, alors, après ces grosses restrictions-là, notre exposé, nous, il est quand même un petit peu plus simple. Hein. C'est juste de rendre les résultats d'un questionnaire que l'on a proposé aux infirmières et aux médecins généralistes de Normandie, justement, sur la prise en charge de la fin de vie. Alors, quelques notions, on ne va pas s'étendre sur les notions juridiques, bien sûr, mais il faut savoir comment tout ça est arrivé. On a une organisation qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Il avait été saisi par le Premier ministre en octobre 2022 pour répondre à une question importante qui était: le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté à toutes les situations rencontrées ou doit-on envisager quelques modifications? Voilà. À la suite de ça, on a mis en place une convention citoyenne qui a réfléchi sur ce même problème. Cette convention citoyenne s'est terminée le 2 avril 2023 et a donné suite après à une commission du fameux Conseil économique, social et environnemental qui a préconisé quelques réflexions pour faire évoluer la loi. Voilà. Sur cette diapo, donc, comme l'a souligné la Convention citoyenne dans son manifeste, l'accompagnement de la fin de vie est à la croisée de l'intime et du collectif. Plusieurs études montrent que le corps médical, de par leur proximité avec le patient, est souvent, dans le cadre de la fin de vie tout le moins, en souffrance morale. Quand les traitements ou les soins prodigués pour soulager la douleur ne produisent pas un effet suffisant pour apaiser le patient, les médecins, quelle que soit leur spécialité, n'ont pas le même regard sur l'euthanasie ou le suicide assisté. Cette réflexion sur les médecins, je pense, est identique chez les infirmières, bien sûr, d'où l'idée du questionnaire que l'on a envoyé. Et nous avons reçu un peu plus de 150 réponses chez les médecins et une centaine chez les infirmières. C'est ces réponses au questionnaire que l'on va vous présenter. Alors, par rapport aux lois, donc la loi 2016 Claes-Leonetti, qui va renforcer le droit à l'accès aux soins palliatifs des patients, et notamment mettre à disposition comment dirais-je, ça m'échappe le nom, les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, mais aussi la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui, on va le voir tout au long de cette journée, est quelque chose d'assez complexe, notamment nous, professionnels de santé sur le terrain, comment on s'organise, comment on va mettre en place la collaboration entre nous, mais pas seulement entre le médecin et l'infirmière, parce qu'il y a aussi tous les autres professionnels de santé du domicile qui interviennent, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les équipes de soins territoriales palliatifs qui se déplacent au domicile du patient. Donc voilà, comment ces soins vont s'organiser au domicile du patient, avec toute la complexité que cela comporte. Ah ouais, la première, c'est moi. Donc l'une des premières questions qui a été posée aux professionnels de santé, notamment les infirmiers, et les médecins, c'est par rapport à leur formation. Est-ce qu'ils ont une formation spécifique? Donc 89% des infirmières ont une formation spécifique, notamment via le DPC. Ça représente à peu près 35%. Le DU de soins palliatifs, 25% des infirmières ont un DU de soins palliatifs ou une expérience professionnelle en service de soins palliatifs dans leur vie, je dirais, professionnelle. Et pour les médecins libéraux, un petit peu moins, mais le DU soins palliatifs ou autres choses ont été mises en place par les médecins libéraux. La deuxième question concernait le cadre juridique dont on nous a parlé tout à l'heure. Voilà, les résultats sont assez intéressants puisque on note que 85% et 66%, environ 70% des infirmières et des médecins sont effectivement au courant de la loi. Voilà, c'est une constatation. Maintenant, il y a une différence entre la connaissance de la loi et l'application de la loi. Je pense que ça a beaucoup posé de problèmes. Et dans les questions suivantes, justement, on va rebondir sur cette application et ces différents problèmes de l'application de cette loi. Donc, au domicile du patient, avec qui les infirmiers et les médecins vont travailler donc, autour du patient. Donc, les HAD sont souvent mis en place, mais pas que.
le binôme médecin et infirmière, toujours, hein, vous voyez, aux alentours de 86, près de 80% pour les médecins. Les services de soins palliatifs. Alors, les services de soins palliatifs, c'est les équipes mobiles de soins palliatifs ou les équipes territoriales de soins palliatifs qui se déplacent au domicile du patient et qui vont à la rencontre des professionnels de santé et les SIAD. Je vous parlais des auxiliaires de vie. Ils sont très très importants dans ces prises en charge. Et les prestataires de services, alors 60% pour les infirmières, 9% pour les médecins libéraux. Ça s'explique par le fait que nous, infirmières, on organise les soins techniques du patient au domicile. Donc, en général, on fait appel à des prestataires. Mais on travaille aussi avec les pharmaciens quelquefois, mais c'est en général plus facile de travailler avec les prestataires de services. L'autre question suivante, c'était après l'application, c'était les difficultés que les infirmières comme les médecins peuvent rencontrer dans la prise en charge avec des patients. Voilà. Là aussi, on a trouvé qu'il y a, dans le nombre déjà de soins palliatifs, c'est à peu près équivalent entre 1 à 5 dans la majorité des cas, autant pour les infirmières que pour les médecins, ce qui me semble logique puisque c'est un travail collaboratif, employer le mot du chef président. Et puis, par contre, les difficultés rencontrées sont là aussi un peu différentes. La coordination, après, Fabienne a m'expliqué qu'en tant qu'infirmière, effectivement, toute cette différence, elle est liée aussi à la présence de l'infirmière qui est quand même beaucoup plus proche du médecin, du patient. Elle est là tous les jours, nous, on n'est pas là tous les jours. Donc, elle a des relations avec d'autres prestataires de services, les pharmaciens. Tout ça entraîne une perte de temps et des difficultés au niveau justement de la coordination, de la prescription, et ça joue aussi sur l'impact psychologique. Je pense que c'est lié, enfin elle est à côté de moi, elle peut bien sûr exister, mais c'est lié surtout voilà, la proximité de l'infirmière, de la famille du patient. Voilà. Oui, effectivement, on est, comme tu disais, hein, tous les jours au chevet du patient, et effectivement, le chevet du patient dit aussi la famille, et donc toutes les questions qui se posent au domicile du patient, les familles qui sont là de toute façon en permanence. Alors, après, on a posé la question après de la fiche palliative. C'est vrai que moi, ça fait quand même un moment que j'ai arrêté mon activité, et puis je n'avais pas du tout la connaissance de cette fiche palliative. Donc j'ai recherché un petit peu d'où elle vient. On a retrouvé que c'est un groupe de travail du Collège de médecins de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs, la SFAP, voilà, qui a fait un travail de synthèse des documents existants et qui a élaboré une fiche d'urgence, qu'elle a nommée fiche d'urgence Pallia. Voilà. Moi, je ne la connaissais pas, je l'ai appris là, avec ce travail. Elle est rédigée par le médecin qui s'occupe en général du patient, suivi en soins palliatifs, et elle est destinée à transmettre surtout des informations à un autre médecin qui peut être amené à intervenir, comme ça peut être en cas d'urgence, en cas la nuit, en cas de week-end, le SAMU, la permanence de soins. Voilà. Elle permet une aide à la prise de décision. Mais là encore, je ne sais pas, on a vu que dans le pourcentage, elle était quand même relativement peu connue, puisque seulement 40% des médecins l'utilisaient dans les cas de soins palliatifs et 26% des infirmières en avaient eu la connaissance. Tu veux rajouter quelque chose? Non, parce qu'on va en parler un petit peu sur la prochaine diapositive. Donc, est-ce que vous connaissez, donc on a posé la question aux infirmières, aux médecins, est-ce qu'ils connaissent les directives anticipées et est-ce qu'ils font remplir ces directives anticipées? 85% des médecins le conseillent à leurs patients, notamment lorsque une maladie apparaît et que voilà, il semblerait nécessaire de mettre au moins au courant de cette fiche les patients. 84% pour la désignation d'une personne de confiance. Et puis les souhaits. Une autre question, est-ce que les souhaits de vos patients sont-ils respectés? Alors là, on voit une égalité quasi parfaite entre la réponse des infirmières et des médecins. Un peu plus de 40% ont dit que oui, mais ça fait quand même 60% où les souhaits ne sont pas respectés. Donc c'est quand même assez important. Alors pourquoi 20% des infirmières à peu près ont répondu
évolue positivement sur les directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance. Je pense que c'est toujours dans le binôme infirmier-médecin, où quand le médecin parle de ces directives et de la désignation d'une personne de confiance, l'infirmière prend souvent le relais derrière avec le patient quand il n'a pas signé, ou quand, voilà, pour en discuter. En tout cas, les patients reviennent souvent vers nous quand il y a une question assez importante au médecin, et on en discute assez facilement, et voilà, on prend le temps de aussi nous informer le patient qui revient après, en général, auprès du médecin. Donc la question suivante était justement pourquoi les souhaits des patients ne sont pas respectés. Voilà. Dans quelles circonstances les souhaits des patients ne sont pas respectés. Comme l'a dit Fabienne, les souhaits ne sont pas respectés dans 60% des cas, c'est quand même un peu important. Et on retrouve globalement toujours la même chose, c'est-à-dire le choix de mourir à domicile ou à l'hôpital. Ça, c'est vraiment difficile. L'entourage, la décision d'entourage, la famille, comment elle intervient, ça pose effectivement beaucoup de problèmes. Après, il y a un peu les manques de coordination, mais ça, je n'ai pas trouvé que c'était... Je n'ai pas forcément compris pourquoi le manque de coordination pourrait être important à ce niveau-là. Les autres, c'est sur le soin palliatifs ou de réanimation du patient lui-même. Voilà. On avait noté 5% des autres questions, les autres raisons du non-respect. On a retrouvé des raisons, par exemple, comme une aggravation brutale de la santé du patient, ou un patient qui n'est pas qui ne peut pas s'exprimer. Voilà. C'était surtout ces deux raisons-là. Alors, pour la prise en charge au domicile, nous avons des outils, notamment l'utilisation des grilles d'évaluation de la douleur. Donc, on a posé la question à savoir si les professionnels de santé l'utilisaient. Plus de 90% pour les infirmières, ça me semble presque logique. En fait, on devrait approcher même les 100%. Et 65% du médecin, bien entendu. La prise en charge de la douleur est-elle satisfaisante? Alors là, on voit que le résultat est quand même moindre, 37% pour les infirmières, 25% pour les médecins. Par manque de formation, ça c'était la réponse des médecins par rapport à ça. Les infirmières n'ont pas répondu parce qu'effectivement, nous on ne leur avait pas posé la question dans ce sens-là sur notre questionnaire. L'accès difficile à certains médicaments, oui effectivement il y a des médicaments qu'on ne peut pas avoir en ville, qui sont seulement hospitaliers, donc qui nous seraient bien utiles à certains moments. Les prescriptions non adaptées et le manque de prescriptions, ça c'est pour les infirmières en fait, c'est parce que le fait d'être présent 7 jours sur 7 chez le patient, le week-end, le soir, la nuit, et bien quelquefois les prescriptions anticipées n'existent pas, et le patient qui se dégrade parfois très rapidement, et bien on ne sait pas quoi faire puisqu'on n'a pas la prescription qui va bien en face. Donc pour le coup, effectivement, c'est quelque chose qui nous manque, nous, énormément à domicile. La dernière question que l'on a posée donc aux 250 participants qui ont accepté de répondre à ce questionnaire, c'était d'avoir leur positionnement sur à la fois le suicide assisté, l'aide active à mourir et la sédation profonde à domicile, voilà, jusqu'au décès. On voit que là encore, dans leur positionnement, que ce soit au niveau des infirmières ou au niveau des médecins, le pourcentage est à peu près pareil. Il n'y a pas une grosse différence. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, quand j'ai relu ce texte et qu'on a analysé ces textes, on a vu que 89% étaient d'accord pour une sédation profonde à domicile. Et quand on lit les articles que nous a envoyés Raoul il y a quelques jours, on se dit que ça ne correspond pas du tout à ce qui est écrit dans les articles médicaux, où effectivement, la réflexion des médecins quand il faut passer à l'acte n'est peut-être pas celle qu'ils ont déterminée lors d'un questionnaire comme celui-là. Un petit mot de conclusion. Oui, donc un petit mot de conclusion. On voit bien qu'il y a une similarité donc, entre les réponses des médecins et des infirmières, d'où le binôme évident. Donc les infirmières apparaissent mieux formées, plus actives pour les directives anticipées. Ça encore, je pense pas que... Enfin, voilà, c'est la corrélation, vraiment le travail entre les médecins, le binôme médecin-infirmier qui fait cette réponse. Les médecins libéraux connaissent mieux le cadre législatif. Les difficultés de coordination sont les mêmes. Ben oui, comme vous l'expliquez, effectivement, c'est toujours très complexe, c'est un sujet difficile.
la fin de vie. Donc il faut être formé, c'est du temps, beaucoup de temps, et un gros impact psychologique et physique. Les souhaits des patients ne sont pas respectés dans 60% des cas, comme je le disais, c'est quand même assez important, c'est un chiffre qui mérite d'être vu d'un peu plus près. Et la prise en charge de soins palliatifs est maximale dans la coordination, donc HAD et binôme infirmière et médecin généraliste. Et donc, comme le disait Claude, le positionnement dans l'aide active à mourir et le suicide assisté se rejoignent entre les deux professions. Merci. Merci.